Vladimir Poutine a longtemps cru que la Russie gagnerait vite la guerre en Ukraine, mais cela n'a pas eu lieu. La Russie devait épuiser l'Ukraine, mais cela n'a pas eu lieu. Pour Poutine, une victoire serait désormais de persuader l'Ukraine de céder le Donbass à la Russie. Ce n'est pas tout ce que voulait Poutine. Et si la Finlande intervient, le président russe n'aura même pas cela. La Finlande a infligé une double gifle à Poutine, avec un message cinglant qui fait savoir aux dirigeants russes que son autorité ne sera jamais officiellement reconnue. Le Kremlin a été ébranlé jusqu'au plus profond de lui-même. Mais Poutine pourrait encore avoir une planche de salut avec le président américain Donald Trump. Le 18 octobre, la British Broadcasting Corporation a relayé des propos du président finlandais Alexander Stubb, interviewé dans l'émission Today sur British Broadcasting Corporation Radio 4. Stubb a déclaré, sans aucune ambiguïté, qu'il n'y aura jamais de moment à l'avenir où la Finlande reconnaîtra la Crimée comme faisant partie de la Russie. La péninsule annexée par Poutine en 2014 est sous occupation russe depuis plus de 10 ans, mais cela n'a aucune importance pour Stubb. Depuis l'annexion de la Crimée, la Finlande dépend de moins en moins de la Russie comme partenaire commercial selon le Centre pour la réforme européenne ou Centre pour la réforme européenne. Il présente un graphique intéressant, montrant qu'environ 18% des importations de la Finlande provenaient de Russie en 2012. En 2015, un an après l'annexion de la Crimée, ces importations étaient à environ 11%. Bien qu'elles aient atteint 14% les années suivantes, les importations ont chuté à 8%. En 2022, lorsque Poutine a envahi l'Ukraine, la Finlande montrait à la Russie qu'elle était sérieuse avec ses baisses commerciales depuis plus d'une décennie. Maintenant, Stubb a mis en mots ce que les actions de la Finlande ont démontré. Mais il n'y avait pas que la Crimée. Dans l'esprit de Stubb, le 17 octobre, Stubb a déclaré que la Finlande ne reconnaîtrait jamais l'occupation russe de la péninsule, ni aucune région revendiquée par la Russie après l'invasion de l'Ukraine, citant notamment Luhansk et Donetsk dans le Donbass. La Russie contrôle près de 70% de la seconde et presque toute la première, selon la British Broadcasting Corporation. Pour le président finlandais, invasion ne rime pas avec possession. Les seuls qui peuvent décider de la question territoriale sont les Ukrainiens eux-mêmes, a déclaré Stubb dans un message adressé directement à Poutine. La Russie ne peut pas s'approprier cette terre, affirme Stubb, peu importe ce que Poutine veut faire croire. Le dirigeant russe est désespéré de mettre la main sur le plus de Donbass possible. Al Jazeera a évoqué plusieurs raisons dans un article du 19 août précisant que le Donbass présente des avantages stratégiques, économiques et symboliques pour le Kremlin. Sur le plan économique, le média cite le Centre d'études stratégiques et internationales. Mark F. Kantian affirme que le Donbass était très industrialisé. Au milieu du XXe siècle, il devient une ceinture de la rouille après la guerre froide. Kantian précise que les terres agricoles locales figurent parmi les meilleures mondiales. Poutine pourrait vouloir réinventer le Donbass industriel soviétique, tout en profitant de son rôle de grenier à blé pour l'Europe. Un autre facteur économique intervient ici. Le Donbass possède des réserves de nombreux métaux précieux et minéraux dont Poutine aimerait tirer profit. Actuellement, Al Jazeera rapporte que la Russie possède déjà près de 40% des ressources métalliques ukrainiennes. Donetsk possède aussi le gisement Shevchenko, l'un des plus grands gisements de lithium d'Ukraine, situé en zone rurale. The Economic Times précise que le Donbass possède 56% des réserves de charbon dur ukrainiennes, estimées à 12 000 milliards de dollars. Cela s'ajoute aux 125 000 milliards de dollars d'actifs miniers et gaziers désormais sous contrôle russe en Ukraine. De grosses sommes sont à gagner dans le Donbass, que Vladimir Poutine voit comme une opportunité pour relancer l'économie russe après la guerre en Ukraine. Stratégiquement, Al Jazeera indique que le port de Mariupol, occupé par la Russie, offre un accès permanent à la mer Noire. Cet accès, ajouté au passage vers la mer Noire offert par la Crimée annexée, donnerait à la Russie le contrôle de cette mer, si elle y place plus de navires. Mais peut-être plus important que tout cela, Al Jazeera affirme que c'est l'aspect symbolique du Donbass qui séduit le plus Vladimir Poutine. La région compte de nombreux russophones. À Donetsk, environ 75% parlent russe à la maison, et à Luhansk, 68%. C'est le résultat de nombreux Russes qui se sont installés dans le Donbass pendant l'époque soviétique. Poutine s'appuie sur cela comme prétendue preuve que la région doit revenir à la Russie. Éric Héron, politologue à l'université de Virginie occidentale, explique à Al Jazeera. La Russie a fait de nombreuses allégations non fondées concernant le traitement des russophones là-bas par le gouvernement ukrainien. Le Donbass occupe une place centrale dans le récit russe sur la guerre, ce symbolisme étant très influent.
Si l'Ukraine cédait le Donbass, Poutine pourrait parader comme si ses raisons d'envahir l'Ukraine étaient d'être légitimes. L'Ukraine aura la Russie bien plus proche et une frontière bien plus longue qu'avant. Vladimir Poutine pourrait se contenter du Donbass aujourd'hui. Quand la Russie sera solidement implantée dans la région, le reste de l'Ukraine redeviendra une cible pour Vladimir Poutine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réaffirmé qu'il ne donnerait pas le Donbass à la Russie pour obtenir la paix. Maintenant, Stubb s'est lancé dans la course avec quelques mots seulement. Le président finlandais a déclaré à Poutine que toute annexion du Donbass sans l'accord total de l'Ukraine serait jugée illégitime par la Finlande. Cela ne sera jamais accepté. Poutine ne pourra donc pas utiliser son contrôle sur la région pour obtenir le soutien de la Finlande, ni, sans doute, de l'Europe occidentale. C'était la première gifle de Stubb au visage de Poutine. Alors que le dirigeant russe tentait de se ressaisir, il se frottait, au sens figuré, une empreinte de main finlandaise. Pour apaiser la douleur, Stubb a donné une seconde gifle sur l'autre joue. L'Ukraine doit rejoindre l'Union européenne, ou Union européenne et, idéalement, l'OTAN. Je veux m'assurer que l'Ukraine, lorsque cette guerre sera terminée, conserve son indépendance et sa souveraineté, qu'elle devienne membre de l'Union européenne et, idéalement, de l'OTAN, tout en préservant son intégrité territoriale, selon Euromaidan Press. Stubb a déclaré « C'est pour cela que nous nous battons tous en ce moment ». Selon Poutine, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne pourrait avoir peu d'effet sur lui. En septembre, le dirigeant russe a affirmé n'avoir jamais eu de problème avec l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, selon Deutsche Welle. Le média note que la Russie n'a jamais officiellement contesté l'envie de l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne. Vladimir Poutine a affirmé lors d'une visite en Chine en septembre « Nous ne nous sommes jamais opposés à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. » Il a un mot quoi ajouter ? Pour l'OTAN, c'est autre chose. La Russie accepte l'Union européenne mais refuse l'OTAN. Alexander Stubb veut les deux pour l'Ukraine. Et la sincérité de Vladimir Poutine sur l'Union européenne est douteuse. Bien qu'il soit vrai que la Russie ne s'est jamais officiellement opposée aux tentatives de l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne, et qu'elle ne pourrait pas le faire en tant que non-membre. Il faut aussi rappeler l'objectif de l'opération militaire spéciale de la Russie. La Russie a tenté d'entrer à Kiev dès les premiers jours de l'invasion pour une raison précise. Vladimir Poutine estime que l'Ukraine ne devrait pas être une nation souveraine. Poutine n'a peut-être pas contesté officiellement le souhait de l'Ukraine d'entrer dans l'Union européenne, pensant que la Russie contrôlerait le pays avant que cela compte. L'Ukraine n'est pas sous le contrôle de la Russie. Maintenant, Vladimir Poutine semble essayer d'utiliser l'adhésion à l'Union européenne comme un moyen d'obtenir ce qu'il veut de l'Ukraine en ce moment. Donbass. Revenant aux propos de Stubbs, deux questions se posent. L'Ukraine pourra-t-elle rejoindre l'Union européenne ? Et rejoindra-t-elle l'OTAN ? La question de l'Union européenne est de loin la plus facile des deux à répondre, car l'Ukraine a déposé sa candidature et est actuellement en négociation avec l'Union européenne pour son adhésion. L'Union européenne a approuvé les négociations d'adhésion en décembre 2023 et les a officiellement ouvertes 6 mois après. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a rapidement affirmé que l'Union européenne serait ravie d'accueillir l'Ukraine. L'Europe brille dans les yeux des Ukrainiens qui luttent pour un meilleur avenir. Ensemble, nous pouvons gagner et finaliser notre union. Ensemble, intégrons l'Ukraine à notre maison européenne. C'est le rêve des héros ukrainiens et le nôtre. Ensemble, nous sommes l'Europe, a déclaré von der Leyen, à propos de l'adhésion souhaitée de l'Ukraine à l'Union européenne. En février, von der Leyen a déclaré que l'Ukraine pourrait rejoindre l'Union européenne d'ici la fin de la décennie. J'apprécie la volonté politique et le processus méritocratique de l'Ukraine. Si l'Ukraine continue à cette vitesse et avec cette qualité, elle pourrait peut-être rejoindre l'Union européenne avant 2030, a affirmé la présidente de la Commission européenne. Attendez, 2030. C'est encore loin pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, ce qui pourrait soulever des questions quant à savoir si l'Union européenne est vraiment sérieuse à l'idée d'accueillir l'Ukraine dans le bloc. On comprend que l'Union européenne est très bureaucratique, et ces questions disparaissent alors. Les 6 ans entre la candidature de l'Ukraine et fin 2029 représentent un processus d'adhésion à l'Union européenne assez rapide. Comme le note le centre de recherche Pew, le délai moyen entre la candidature à l'Union européenne et l'adhésion officielle est d'environ 9 ans. L'Ukraine aura 3 ans d'avance sur la moyenne. Son adhésion à l'Union européenne, bien que non garantie, paraît très probable. L'adhésion potentielle du pays à l'OTAN, que Stubb affirme soutenir avec la Finlande, est beaucoup moins certaine. Poutine s'est opposé à cette possibilité à de nombreuses reprises par le passé, et il n'est pas le seul. Le 18 août, avant de voir Zelensky à la Maison-Blanche, Trump a affirmé que le président ukrainien pouvait stopper la guerre s'il le souhaitait. Cependant, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ne ferait pas partie d'un quelconque accord de paix.
Trump informe que Poutine a clairement dit que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est une ligne rouge pour la Russie. Le fait que Trump dise ces choses représente un problème majeur pour l'Ukraine. Les États-Unis sont à juste titre l'acteur principal de l'OTAN, grâce à leur immense budget militaire et leurs liens avec les autres membres. Et les 5225 armes nucléaires que l'Association pour le contrôle des armements affirme que les États-Unis possèdent dans leur stock. Dans un article pour l'Institut CATO en mars, Doug Bandow a noté que plusieurs présidents américains ont refusé l'Ukraine. Le refus de Donald Trump est le plus récent, mais Joe Biden et Barack Obama ont aussi refusé d'envisager l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Bandow souligne que l'ex-président George W. Bush soutenait l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN. Il ajoute que le soutien de Bush pourrait avoir déclenché ce qui s'est passé en Ukraine ces 20 dernières années. La promesse d'inclure Kiev dans l'alliance transatlantique, faite à la demande de Bush au sommet de l'OTAN à Bucarest en 2008, a fortement influencé la décision de Moscou de faire la guerre. 14 ans plus tard, Bandow écrit « On comprend pourquoi l'Ukraine veut rejoindre l'OTAN. Elle espère que cette adhésion dissuadera Poutine d'agir de nouveau. » Si une telle adhésion était obtenue alors que la guerre en Ukraine fait rage, cela signifierait aussi que Poutine fait face à un problème, continuer à attaquer l'Ukraine. Dans ce scénario, cela déclencherait l'article 5 de la charte de l'OTAN, ce qui signifierait commencer une guerre avec les 32 membres de l'OTAN ainsi qu'avec l'Ukraine. Cela explique le refus des États-Unis. Ils ne veulent pas être entraînés dans un affrontement direct avec la Russie. Peu importe si l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN paraît logique vu sa force militaire et sa proximité avec la Russie. Quant à l'après-guerre en Ukraine, c'est là que résident les complications. Même si l'Ukraine défend sa souveraineté et repousse la Russie, l'argument de Bandow demeure valable. Si l'Ukraine obtenait l'adhésion à l'OTAN après la guerre, et cela s'applique même à une version de l'Ukraine ayant cédé le Donbass, Poutine serait furieux. Serait-il assez en colère pour déclencher une autre guerre en Ukraine ? Sachant ce que cela signifierait dans le contexte d'un affrontement entre la Russie et l'OTAN, personne ne le sait vraiment, et c'est là que réside le problème. Pour Stubb, dont le pays a rejoint l'OTAN après l'invasion de l'Ukraine par Poutine, la réponse sur l'OTAN est claire. En affirmant que l'Ukraine rejoindra l'OTAN, Stubb inflige à Poutine une seconde gifle finlandaise. Il fait savoir à la Russie qu'au moins la Finlande soutiendrait l'adhésion de l'Ukraine à l'Organisation de défense collective. Peut-être parce que Stubb pense que la Finlande pourrait être la prochaine. Cette opinion est largement partagée par de nombreux compatriotes de Stubb, selon ABC le 18 octobre. Les Finlandais citent dans la géographie et l'histoire avec la Russie pour expliquer pourquoi ils pensent que Poutine s'intéressera à eux ensuite. Ce dernier point, en particulier, montre que la Finlande partage certains parallèles intéressants avec l'Ukraine, notamment le fait que le pays a cédé 10% de son territoire à la Russie. Après la guerre d'hiver déclenchée par la Russie contre la Finlande en 1939, la Finlande a perdu du territoire au profit de la Russie lors d'un traité de paix. Les propos de Stubbs montrent que son pays ne veut pas que l'Ukraine ressente une telle douleur. La Finlande soutiendra l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN pour garantir sa souveraineté. La double gifle est totale, et le Kremlin semble clairement déstabilisé par ce soutien ostensible de la Finlande. Mais il y a un avertissement. C'est très positif pour l'Ukraine de constater le soutien total de la Finlande, de la souveraineté à l'adhésion aux deux organisations. Cela pourrait dissuader Poutine de réitérer une invasion comme celle de l'Ukraine. La Finlande reste une voix discrète dans l'ensemble. Stubb souligne que Trump est le seul dirigeant occidental capable de faire venir Poutine à la table des négociations. Dans son interview sur Radio 4, Stubb a dit à Trump, pendant une partie de golf, que Poutine n'était pas digne de confiance. Stubb déclare que le pouvoir de la carotte n'est pas ce dont nous avons besoin pour amener la Russie à négocier. C'est le bâton qui les amènera, a dit Stubb lors de son interview. Donc, il faut forcer la Russie à venir à la table des négociations pour la paix. Et c'est l'accord que le président Trump essaie de conclure. En d'autres termes, Trump ne peut pas inciter Poutine à la paix en cédant devant lui. Au contraire, c'est la pression qui portera ses fruits dans la guerre en Ukraine. Seul Trump peut exercer la pression nécessaire pour faire reculer Poutine. Cela soulève la question. Trump contribuera-t-il à exercer cette pression ? C'est possible. Lors de la création de cette vidéo, Trump et Poutine prévoient une rencontre en Hongrie pour discuter paix. Plusieurs questions ont été soulevées, notamment sur la sécurité de Poutine lors de ses survols de pays européens. Son avion doit éviter ces pays pour atteindre la Hongrie. Au moins, la Hongrie est en train de se retirer de la Cour pénale internationale, ou Cour pénale internationale. La Hongrie a informé les Nations Unies de son retrait de la Cour pénale internationale en juin. Elle n'est donc pas tenue d'exécuter le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Poutine, émis en mars 2023, ce qui garantit sa sécurité à ce sujet. Cette conversation avec Trump pourrait évoluer différemment.
Nous savons que Trump, comme Poutine, s'oppose à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Certains estiment que Poutine est prêt à un accord, comme l'oligarque russe exilé Mikhail Khodorkovsky. J'ai l'impression que Poutine a envoyé un signal à Trump indiquant qu'il est prêt à conclure un accord, a déclaré Khodorkovsky à propos de la rencontre surprise en Hongrie. Il précise douter de comprendre les intentions réelles de Poutine et n'avoir jamais su les véritables objectifs de Trump. Lors des discussions de paix, Trump a peut-être laissé entrevoir l'issue des pourparlers du 19 octobre en Hongrie. C'est à ce moment-là que l'Indépendant a rapporté des propos tenus par Trump à un présentateur de Fox News, laissant entendre qu'il s'attend à ce que l'Ukraine fasse une forme de concession territoriale pour parvenir à la paix. Eh bien, il va prendre quelque chose, a déclaré Trump à propos de Poutine. Je veux dire, ils se sont battus, et il possède beaucoup de territoires. Je veux dire, vous savez, il a conquis certains territoires. Ce commentaire discrédite fortement la remarque de Stubbs sur Poutine. La volonté de la Finlande de défendre la souveraineté de l'Ukraine pourrait peser moins que Trump, qui pense que la guerre pourrait cesser. Si l'Ukraine cède du territoire, Poutine viserait le Donbass si Trump pousse à la concession. Cela entraînerait tous les problèmes évoqués précédemment dans la vidéo. Ce n'est pas le bâton mentionné par Stubbs. Trump brandirait une grosse carotte juteuse devant Poutine. Zelensky estime que les États-Unis et l'Occident doivent accentuer la pression sur Poutine pour le contraindre à céder. Le 19 octobre, le président ukrainien a demandé à Trump d'être plus ferme envers Poutine. Il s'est dit prêt à participer au sommet en Hongrie pour discuter paix avec Poutine. Zelensky a comparé la situation ukrainienne à Israël-Gaza et qualifié Poutine de terroriste. Zelensky a déclaré que Poutine est comparable au Hamas, mais plus puissant, ajoutant que la Russie a la deuxième armée mondiale et que la guerre en Ukraine dépasse le conflit Israël-Hamas. Et c'est pourquoi il faut exercer plus de pression pour que Poutine arrête, ajoute Zelensky. Comme le dit Stubbs, le bâton sera plus efficace que la carotte avec Poutine. Lequel de ces deux choix Trump fera-t-il? Nous le découvrirons après la réunion de Hongrie. La grande offensive d'été de la Russie était censée être un moment clé de la guerre, un moment où tout changeait, et où les forces du Kremlin avançaient enfin, perçaient les lignes ukrainiennes. Tout le long de la ligne de front, et en capturant ces villes et cités cruciales nécessaires pour obtenir un avantage vital. L'offensive, comme d'autres avant elle, a échoué, et la situation s'aggrave encore pour la Russie. La ligne de front de Vladimir Poutine s'effondre. Les dernières statistiques révèlent que la guerre a coûté cher au Kremlin, la Russie ayant perdu environ 5 fois plus de soldats que l'Ukraine. Cela ne devait pas arriver. Sur le papier, la Russie devait dominer l'Ukraine dès le premier jour. Elle disposait d'une force bien plus importante, d'un budget de défense bien plus élevé, d'un vaste stock de chars, de véhicules blindés et d'autres équipements militaires. C'était l'une des superpuissances militaires les plus redoutées au monde. En revanche, l'Ukraine ne disposait que d'une armée nettement plus petite et n'était certainement pas considérée comme une grande nation militaire sur la scène mondiale. Avec sa puissance militaire et ses nombreux atouts, la Russie aurait pu, voire dû, écraser la résistance ukrainienne et atteindre la victoire que son dirigeant imaginait. Début 2022, lorsqu'il a ordonné l'invasion. Au contraire, la Russie a enchaîné les revers et les pertes. Ses gains ont été minimes, ses progrès lents et ses pertes inimaginables. Cet été encore, le Kremlin a mobilisé une force énorme et tout lancé contre l'Ukraine, annonçant une ultime offensive pour la victoire, mais a échoué à nouveau. À la fin d'octobre, l'offensive d'été très médiatisée est terminée. Et les résultats sont tout simplement désastreux du point de vue du Kremlin. Cependant, certains médias ont relevé que la Russie a malgré tout fait quelques avancées durant cette période. D'autres ont fait remarquer que l'Ukraine est actuellement confrontée à une pénurie de main-d'œuvre, tout en attirant l'attention sur le fait que la Russie parvient encore, d'une manière ou d'une autre, à recruter des dizaines de milliers de nouveaux soldats chaque mois. Cela suggère finalement que l'offensive n'a pas été un échec. La Russie pourrait être en position de force et obtenir des gains importants d'ici la fin de l'année. Cependant, en examinant de plus près, les faits et statistiques issus de l'offensive estivale révèlent une histoire différente. Et c'en est une que le Kremlin ne sera certainement pas heureux d'entendre. Des journalistes de The Economist ont récemment analysé en détail des statistiques, graphiques en sources ouvertes, tableaux et rapports de pertes. Ils sont arrivés à une conclusion très claire et définitive sur la situation actuelle de la Russie et ses perspectives d'avenir. L'offensive d'été de la Russie touche à sa fin. Beaucoup en Occident se concentrent sur les progrès lents réalisés par ses troupes et sur le manque d'effectifs du côté ukrainien. C'est exposé, mais cela revient à regarder dans la lunette du mauvais côté.
Ce qui frappe, c'est combien la Russie a gagné peu de terrain lors de sa troisième et plus grande offensive, et le lourd prix payé en vie et matériel. Sauf changement majeur, Vladimir Poutine ne gagnera pas la guerre militairement. Le fait qu'il continue malgré tout d'essayer suggère qu'il est à court d'idées. C'est une déclaration accablante, sans aucun doute, mais elle est également étayée par des tonnes de preuves irréfutables. Parce que, même s'il est impossible de mesurer avec une précision totale exactement combien de terrain chaque camp contrôle, nous disposons de nombreuses données pour nous aider à faire des estimations raisonnables. Il existe par exemple des images satellites en source ouverte et des cartes en direct du conflit qui sont mises à jour au fil du temps, à mesure que les deux camps annoncent différentes prises et pertes. À partir de ces données, les journalistes de l'Économiste ont découvert que la Russie n'a, en aucun cas, gagné une grande quantité de terrain. En fait, si l'on examine les cartes de contrôle territorial depuis le début de la guerre, la Russie contrôle aujourd'hui moins de territoire qu'à différents moments de 2022. Le Kremlin est même parvenu à capturer plus de 25% du territoire ukrainien au premier stade de la guerre, alors que ses forces progressaient rapidement, prenant l'Ukraine quelque peu au dépourvu, et envoyant des chars ainsi que d'autres blindés lourds en grande quantité pour submerger l'opposition. Cependant, une fois que l'Ukraine a commencé à prendre ses marques dans la guerre et a lancé sa première grande contre-offensive, la ligne de front s'est stabilisée. Le contrôle total de la Russie est tombé à environ 20%, et ce chiffre est resté à peu près le même depuis lors. Cela démontre que la guerre est bel et bien dans une impasse. Encore et encore, nous voyons les forces russes avancer un peu, et peut-être capturer quelques kilomètres carrés de terres agricoles, ou quelques villages abandonnés, revendiquant des champs sans valeur et des rues criblées de cratères, bordées de maisons et bâtiments en ruine. Puis, peu de temps après, l'Ukraine trouve souvent un moyen de reprendre ces endroits, et de repousser les Russes. Le cycle se répète sans cesse, les deux camps échangeant les mêmes terres. D'après The Economist, la Russie n'a pris aucune grande ville majeure depuis octobre 2022. Elle a tout tenté. Elle a mobilisé plus de 10 000 soldats pour capturer Pokrovsk, la dernière ville de Donetsk, et lancer de grandes offensives contre d'autres villes et positions stratégiques. Mais tout cela a été en vain. Les défenseurs de l'Ukraine contrôlent fermement les points clés, notamment la ceinture de forteresses du Donetsk, reliant plusieurs villes comme Sloviansk, Kramatorsk et Droukhovka, offrant ainsi aux forces ukrainiennes une solide défense et de bonnes liaisons logistiques. Prendre une seule de ces villes a été impossible pour les armées de Poutine jusqu'à présent, et ce malgré leurs avantages massifs en chars, main-d'œuvre et équipements militaires. S'ils ne parviennent pas à prendre une seule vraie ville en 3 ans, il est insensé d'attendre que le Kremlin gagne bientôt cette guerre. En effet, comme le note le rapport de The Economist, si la guerre et les progrès de la Russie continuaient comme ils l'ont fait le mois dernier, il faudrait attendre jusqu'en 2030, juste pour que la Russie prenne les 4 régions mentionnées par Vladimir Poutine au début de son opération militaire spéciale, Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia. De plus, la Russie semble vouloir occuper toute l'Ukraine, Vladimir Poutine ayant récemment affirmé publiquement que celle-ci appartient à la Russie. Alors, il faudrait environ 103 ans selon la meilleure estimation de The Economist. C'est sans doute pourquoi Poutine a récemment évoqué avec Xi Jinping les greffes d'organes et l'immortalité, disant « On prévoit que, dans ce siècle, il pourrait devenir possible de vivre jusqu'à 150 ans. » Poutine a 73 ans. Et même s'il vivait jusqu'à 150 ans grâce à un élixir, ce ne serait pas assez. Il n'aurait pas le temps de voir son pays conquérir toute l'Ukraine. En bref, son rêve de conquête restera exactement cela, un rêve. Il ne verra jamais la Russie contrôler toute l'Ukraine, et il est peu probable qu'il voie son pays capturer entièrement les 4 régions d'origine. En effet, les progrès de la Russie dans ces régions restent très lents et se font à un coût exorbitant. Cela nous conduit logiquement au point le plus choquant du rapport de The Economist. En compilant de nombreuses sources et plus de 200 estimations crédibles, les journalistes ont pu évaluer précisément, de façon fiable et basée sur des données, le nombre de vies russes perdues et de soldats ayant quitté le front pour blessure depuis le début de la guerre. Leurs découvertes sont stupéfiantes. Nos méta-estimations indiquent que, depuis le début de l'invasion à grande échelle jusqu'en janvier de cette année,
Les pertes russes s'élèvent à 640 000 à 877 000 soldats, dont 137 000 à 228 000 sont morts au 13 octobre. Ces chiffres ont augmenté de près de 60%, atteignant 984 000 à 1 million, 438 000 pertes, dont 190 000 à 480 000 morts. Donc, même dans le meilleur des cas, si l'on considère le bas de la fourchette estimée, la Russie a tout de même perdu environ 1 million de soldats, dont près de 22 000 ont été tués. De nombreuses sources, dont le ministère britannique de la Défense, estiment que la Russie a dépassé le million de pertes durant l'été. Si, toutefois, nous examinons le haut de la fourchette estimée, le nombre de pertes russes pourrait être bien pire que prévu, avec peut-être plus de 14 millions de pertes au total et près d'un demi-million de morts. C'est de loin la pire guerre pour la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Et quand on regarde la maigre quantité de terrain gagné en échange de ces pertes horribles, c'est aussi facilement l'une des guerres les plus inutiles de tous les temps, partout dans le monde. D'innombrables vies ont été perdues, des familles ont été forcées de pleurer la mort de frères, de maris, de pères et de fils, tout cela pour presque aucun gain tangible. En termes de territoire et de domination sur le champ de bataille, la Russie ne capture pas les villes et les cités dont elle a besoin pour avancer. Elle ne marche pas vers la victoire. Elle se contente plutôt de jeter des soldats dans la machine à broyer la chair avec un abandon total, traitant son peuple comme peu plus que du bétail, convaincue qu'elle pourra toujours en rappeler d'autres pour remplacer ceux qu'elle a perdus la semaine ou le mois précédent. Actuellement, cette affirmation est partiellement vraie, car la Russie atteint ou dépasse souvent ses objectifs de recrutement. Cela a été confirmé dans un rapport récent de la principale direction du renseignement ukrainien, la direction principale du renseignement qui a souligné ce fait. Le Kremlin a recruté environ 280 000 personnes depuis janvier et devrait atteindre son objectif annuel de 343 000 nouvelles recrues. Cependant, encore une fois, cela ne raconte pas toute l'histoire. En creusant plus, on voit combien la stratégie de recrutement russe est imprudente et désespérée. Par exemple, afin de continuer à recruter le nombre nécessaire pour compenser ses pertes. Le Kremlin a eu recours à l'enrôlement de centaines de milliers de détenus, y compris des violeurs et des meurtriers. Ils pourraient être relâchés dans les rues de Russie s'ils survivent à leur contrat. Les recruteurs russes recrutent aussi dans les hôpitaux, enrôlant des malades chroniques, comme ceux atteints du virus, de l'immunodéficience humaine ou de l'hépatite. Des personnes dans un état de santé aussi mauvais ont peu de chances d'avoir un réel impact lors des combats frénétiques en première ligne. Même les nombreuses nouvelles recrues russes en bonne santé ne sont là que pour une raison: l'argent. Le Kremlin a toujours reconnu offrir de fortes incitations financières aux volontaires pour combattre en Ukraine. Nombre d'hommes de milieux défavorisés rejoignent la guerre pour subvenir aux besoins de leur famille. Cela ne peut pas durer éternellement. À une époque où l'économie russe est en difficulté, perdant beaucoup d'argent et confrontée à une crise énergétique, le Kremlin ne peut espérer recruter des soldats volontaires indéfiniment. Il est aussi accablant de voir, selon The Economist, que les pertes russes ont augmenté d'environ 60% entre janvier et octobre cette année. 2025 devient ainsi l'une des années les plus sanglantes de la Fédération de Russie. Et cela montre à quel point le Kremlin a géré cette guerre de façon catastrophique et utilisé les ressources à sa disposition. Pourtant, il s'obstine avec les mêmes tactiques vouées à l'échec, sacrifiant des hommes et espérant que la situation finira par tourner en sa faveur. Mais, comme le note The Economist, cela est hautement improbable. De plus, un effondrement soudain des lignes défensives de l'Ukraine est peu probable, étant donné la manière dont les deux armées mènent la guerre. La surveillance par drone et les armes de précision rendent tout rassemblement de troupes près du front suicidaire. Des gains progressifs sont possibles, mais à un coût élevé, en envoyant de petits groupes dans la zone de mort pour établir des positions avancées. Il est difficile de percer les lignes ukrainiennes. En cas de brèche, l'avancée des troupes et équipements pour l'exploiter serait très difficile. Autrement dit, le blocage évoqué plus tôt va presque sûrement continuer. Et cela signifie que la Russie continuera à perdre de plus en plus de soldats, sans aucun gain notable. Illustrant encore davantage le gaspillage, The Economist a ensuite fait une révélation plus fracassante. Il a de nouveau utilisé toutes les sources fiables disponibles pour établir une estimation réaliste du nombre de soldats ukrainiens tués à ce jour pendant la guerre. Il a appris que l'Ukraine a perdu au moins 77 403 soldats depuis le début de l'invasion, et 77 842 autres sont portés disparus. En regardant les chiffres de cette année,
Il semble cependant que l'Ukraine ait perdu au minimum 8668 personnes. The Economist précise que ce chiffre est un minimum et pourrait être bien supérieur. Même si le nombre de soldats ukrainiens morts en 2025 double l'estimation la plus basse, il reste bien inférieur aux pertes russes estimées sur la même période. En fait, comme le note The Economist, les chiffres montrent que cette année, environ 5 soldats russes ont perdu la vie pour chaque mort ukrainienne. Bien que la presse ait surtout souligné le recrutement massif russe et la crise de main-d'œuvre ukrainienne, ce chiffre montre une réalité différente. Si ces taux de perte continuent ou ne s'améliorent pas considérablement du point de vue russe, alors la question de la main-d'œuvre risque de devenir un problème bien plus important pour Moscou que pour Kiev. Comme je l'ai dit, la Russie ne peut pas continuer ainsi. Au début de la guerre, recruter de nouvelles troupes était moins difficile. Elle proposait de grosses primes, et de nombreux croyaient au mensonge de l'opération militaire spéciale. Ils pensaient gagner vite de l'argent et fêter leur victoire chez eux avec leurs proches en quelques semaines ou mois. Mais plus la guerre s'est prolongée, plus les gens ont vu ce qu'elle était réellement. La Russie doit maintenant mobiliser des personnes déjà réticentes à combattre, puisqu'ils ont passé plus de 3 ans en retrait, et que chaque nouvelle recrue est plus consciente de ce dans quoi elle s'engage. Beaucoup savent probablement qu'ils ne rentreront peut-être jamais chez eux, et ne reverront plus leur famille. En conséquence, la Russie pourrait voir le nombre de candidats volontaires commencer à diminuer dans les mois à venir. Le Kremlin devra peut-être offrir des contrats plus lucratifs, des primes plus élevées, ou prendre des mesures plus désespérées pour renforcer ses rangs. La Russie ne peut pas non plus compter sur le fait que les soldats blessés se rétablissent complètement et retournent sur la ligne de front. Selon une étude de l'Institut international d'études stratégiques, seuls 40% des soldats blessés redeviendront aptes au combat. Et si la guerre durait encore de nombreuses années, la Russie devra miser sur les adolescents qui auront 18 ans et pourront légalement rejoindre l'armée. L'année dernière, 80 000 garçons russes ont fêté leur 18e anniversaire. Mais il est probable qu'une petite fraction seulement aurait envie de risquer sa jeune vie en Ukraine. Et plus les jeunes grandissent dans l'ombre de la guerre, moins ils seront susceptibles d'y prendre part. En bref, la Russie pourrait bien être capable de générer suffisamment de main-d'œuvre pour répondre à la demande pour le moment. Mais cet équilibre délicat finira inévitablement par changer avec le temps, et il n'y aura plus assez de recrues pour compenser les pertes. Les soldats ne sont pas la seule ressource massivement perdue par la machine de guerre russe depuis le début du conflit. Comme le note The Economist, l'équipement est un autre problème majeur. Selon le groupe néerlandais Oryx, la Russie a perdu plus de 12 500 chars et véhicules blindés, ainsi que 2 674 systèmes d'artillerie et de missiles d'après des données de sources ouvertes. 166 aéronefs, y compris des avions de chasse et des bombardiers, ainsi que 164 hélicoptères également. De plus, ces chiffres sont des estimations basses. Les réels pourraient être bien plus élevés. Certaines sources ukrainiennes suggèrent que la Russie aurait en réalité perdu près de 10 000 chars et bien plus de 20 000 véhicules blindés. Même si la Russie peut remplacer une grande partie de son matériel perdu, cela exige argent, temps et ressources dont elle manque rapidement. De plus, à bien des égards, la guerre bascule lentement mais sûrement en faveur de l'Ukraine. Le rapport de The Economist indique qu'après une brève suspension de l'aide américaine, fin 2023 début 2024, l'Ukraine reçoit désormais un soutien record de ses alliés mondiaux. Les États-Unis semblent plus engagés que jamais à aider l'Ukraine, annonçant même de nouveaux partenariats de partage de renseignements et évoquant la possibilité de livraison de missiles Tomahawk à longue portée. Tandis que d'autres nations à travers l'Europe jouent tout leur rôle pour fournir à l'Ukraine les fonds et les outils dont elle a besoin pour obtenir un avantage tactique. De nombreuses régions russes sombrent actuellement dans le chaos à cause de la crise du carburant qui se propage rapidement. Cela résulte directement des frappes stratégiques ukrainiennes sur des infrastructures pétrolières clés telles que les oléoducs et raffineries. La crise a fait perdre à la Russie près de 40% de sa capacité de raffinage de pétrole, réduisant les exportations et provoquant des pénuries inédites dans de nombreuses stations-service. Cela, ajouté aux autres pertes déjà évoquées et à la dépendance à des stratégies inefficaces, ne fera qu'affaiblir l'économie russe et aggraver les problèmes sur le bureau de Poutine. Ainsi, comme le conclut The Economist, il se pourrait que l'économie russe s'effondre bien plus tôt que les lignes de défense de l'Ukraine. La propagande est l'outil le plus précieux que le président russe Vladimir Poutine utilise pour garder son pays sous contrôle. Outre l'armée envoyée en Ukraine, le Kremlin utilise aussi une armée de porte-parole,
et des écrivains qui remplissent les émissions de télévision, les diffusions radio et les journaux appartenant à l'État russe, avec des affirmations sur la supériorité russe. En général, les reportages sur ce que l'Ukraine a accompli sont absents. Tout cela fait partie du plan de Poutine. Mais que devient ce plan quand le récit du Kremlin diffère de celui de ses propres promoteurs ? Poutine va le découvrir, trahi par son propre propagandiste, qui reconnaît que l'Ukraine ne tombera jamais. Ce propagandiste, c'est Vladimir Soliov, qui a longtemps été l'un des alliés les plus fervents de Poutine. Presque chaque soir, Soliov s'exprime à la télévision d'État russe pour affirmer que l'Ukraine est proche de l'effondrement, et qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que la Russie n'obtienne une victoire éclatante. Du moins, c'est ce que fait Soliov. Le 13 octobre a toutefois marqué un tournant pour la propagande du Kremlin et un des porte-paroles de Poutine. Cette fois, Soliov n'a pas fulminé sur la grandeur de la Russie ou la supériorité des tactiques de Poutine. Il était plus calme, plus sombre que d'habitude. Et, comme le rapporte Euromaidan Press, Soliov était visiblement bouleversé lorsqu'il a prononcé des mots que Poutine n'aurait jamais pensé entendre de la bouche de l'un de ses pantins favoris. Nous avons sous-estimé ce qui se passe. Nous pensions que l'OTAN envoyait seulement des produits finis. Mais maintenant, le complexe militaro-industriel est hors d'Ukraine, a déclaré Soliov. Nos frappes ne sont pas décisives. Des étrangers rejoignent activement les rangs de l'Ukraine. Il ne faut se faire aucune illusion. Cette citation est exactement ce qu'elle paraît. L'un des meilleurs propagandistes de Poutine admet que l'Ukraine s'en sort bien mieux qu'il ne l'a prétendu. Pire encore pour Poutine, l'armée russe semble sans réponse. Quelques éléments intéressants sont à noter ici. Tout d'abord, bien qu'il admette que la Russie a commis de graves erreurs de calcul dans la guerre en Ukraine, Soliov tente tout de même de flatter le récit du Kremlin. Dire que l'OTAN serait seule responsable de l'Ukraine, qui aurait résisté si longtemps, est inexact. Pourtant, l'aide des Alliés à l'Ukraine est vitale et a joué un rôle majeur dans la guerre. Mais Soliov admet, volontairement ou non, le fait que l'Ukraine est devenue plus forte en tant que nation militaire, même sans l'aide de ses alliés de l'OTAN. Ce point sera exploré plus tard dans la vidéo. La deuxième chose intéressante ici, c'est que ce n'est pas la première fois que Soliov critique l'armée russe. En février 2023, un an après le début de la guerre que Poutine pensait finir en une semaine, Soliov s'est emporté contre l'état de l'armée russe. Allons-nous nous battre? Avec quoi ou qui? Soliov l'a dit dans son émission. Si nous menons la campagne sérieusement et comprenons que l'opération militaire spéciale est finie et que nous combattons désormais l'OTAN, il est peut-être temps d'agir maintenant. Il a ensuite affirmé que la Russie avançait de 100 mètres, puis reculait de 100 mètres, avant de déclarer que les 30 000 soldats conscrits de l'époque s'épuisaient et devaient être relevés. Donc Soliov n'en est pas à sa première petite critique envers la main qui le nourrit. Cependant, le 13 octobre était différent. En 2023, on pouvait presque voir sa diatribe comme une sorte d'appel à l'action pour la Russie. Soliov ne disait pas que la Russie allait perdre. Il soulignait simplement un problème et appelait à une solution. La Russie pouvait et devait gagner, même si l'Ukraine avait des alliés qui allaient tout leur fournir. Soliov a même agrémenté cette diatribe de 2023, en affirmant que la Russie devait s'en prendre aux pays occidentaux qui fournissent des armes à l'Ukraine. Même lorsqu'il disait que l'armée russe était épuisée, il était facile d'imaginer ces mots sortir de la bouche de Poutine. Encore une autre critique de l'OTAN. Le commentaire sur les 100 mètres en avant et en arrière ressemble presque à un reproche envers l'armée russe, jugée moins compétente que ne l'espéraient leurs dirigeants autoritaires. Les commentaires du 13 octobre, en revanche, ont été prononcés sur un ton presque résigné. Fini le feu et le soufre qui accompagnent souvent les diatribes de Soliov, remplacées par une déclaration simple. L'Ukraine est bien plus forte que la Russie ne l'avait prévu, et la Russie a sous-estimé les menaces sur le champ de bataille ukrainien. Est-ce le genre de propos que Poutine aimerait entendre? Il est peu probable que Soliov ait simplement dévié du script pour condamner les échecs de Poutine, la force de l'Ukraine et la guerre. Cela dure depuis près de 4 ans, alors que ça devait finir en une semaine. Cela seul serait déjà grave pour le Kremlin. Voir un de ses principaux propagandistes trahir le récit officiel lors d'une émission sur la chaîne fédérale, la plus populaire de Russie. Elle a même reçu un prix de meilleure émission sociopolitique du pays, ce qui est déjà grave. Cependant,
La situation empire pour le Kremlin, car Zoliov est loin d'être le seul propagandiste à commencer à s'exprimer contre la guerre en Ukraine. Il y en a d'autres, et ils se font de plus en plus entendre. Dans une interview de septembre 2022, une autre porte-parole du Kremlin, Tatiana Montian, a déclaré que la Russie manque cruellement de main-d'œuvre nécessaire pour gagner la guerre en Ukraine, et que la Russie serait contrainte de lancer une nouvelle vague de mobilisation si la campagne du printemps-automne n'obtenait pas les avancées qu'espérait Poutine. Dans la première moitié de septembre, le rythme de l'offensive a considérablement ralenti. Montian a déclaré qu'ils avaient peut-être engagé leur dernière réserve. La seconde moitié de septembre n'a pas été meilleure que la première, ralentissant l'avancée russe à près de la moitié de son rythme initial fin du mois. CNN rapporte qu'en septembre, la Russie a occupé 44% de territoire ukrainien, en moins qu'en août. Août marquant également la fin de la très vantée et finalement ratée offensive d'été de la Russie. Le propagandiste russe Pavel Goubarev a formulé une critique encore plus virulente de la situation de la Russie en Ukraine. Autrefois dirigeant de facto de Vladimir Poutine dans la région de Donetsk, Goubarev a déclaré que la Russie subissait des pertes incomparablement lourdes, avant d'ajouter « En fait, la situation actuelle est déjà une défaite pour nous. La Russie n'a pas la capacité de mener à bien l'opération militaire spéciale en atteignant les objectifs fixés et la victoire sous le système colonial du gouvernement actuel. Dans la situation actuelle, la Russie mettrait 108 ans à occuper toute l'Ukraine. » Popravda, rapportant des statistiques publiées par The Economist. Poutine n'a pas autant de temps, la Russie n'a pas assez de monde. Et les propagandistes de Poutine commencent à prendre conscience de ce fait. La propagande du Kremlin commence à s'effondrer, comme expliqué dans une autre vidéo. Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur ce qui se passe avec les voies sur lesquelles Poutine compte pour garder le peuple russe sous contrôle. Pour l'instant, revenons aux commentaires de Zoliov. Les propagandistes du Kremlin ont rejeté la défense remarquable de l'Ukraine contre la Russie sur l'OTAN. Cependant, les armes de l'OTAN ne sont pas la seule raison pour laquelle la Russie se bat contre l'Ukraine depuis près de 4 ans, sans aucun signe de l'effondrement total que Zoliov et ses semblables prédisent depuis des années. Il se passe quelque chose de bien plus profond que Zoliov connaît probablement, mais qu'il a trop peur de dire à la télévision d'État russe. Ce n'est pas seulement l'OTAN, mais aussi l'Ukraine. L'Ukraine est devenue, d'une façon ou d'une autre, une nation militaire plus forte pendant la guerre. Il est désormais plus difficile pour la Russie de gagner qu'il y a 2 ou 3 ans. Et le premier signe de cette force croissante est l'immense militarisation de l'Ukraine. D'après l'Institut George W. Bush, l'armée ukrainienne ne comptait qu'environ 130 000 membres lors de la première annexion de la Crimée par Vladimir Poutine. Pire encore, l'Institut affirme que seulement 6 000 de ses soldats étaient prêts au combat au moment des premiers actes d'agression de la Russie. Le manque de fournitures a obligé l'Ukraine à supplier les États-Unis pour obtenir des couvertures et des rations militaires. L'Institut ajoute que l'ancien chef d'état-major général de l'Ukraine, Viktor Mouzenko, a affirmé qu'environ 75% du matériel militaire ukrainien avait plus de 20 ans et était probablement obsolète, en 2014 seul. 12 des 800 chars ukrainiens étaient utilisables, et seulement environ 15% des avions de combat ukrainiens étaient prêts à voler. Entre 2014 et 2022, l'Ukraine s'est considérablement renforcée, et la Russie ne semblait pas s'en apercevoir. La croyance arrogante de Poutine, selon laquelle ses forces allaient écraser l'Ukraine, semble avoir été fondée sur l'état de l'armée ukrainienne lors des premières agressions de 2014. Lorsque l'Ukraine a repoussé la première invasion russe, elle l'a fait avec des combattants territoriaux et un sens du devoir qui n'existait pas en 2014. L'Ukraine était plus forte en 2022 qu'elle ne l'était lorsque la Russie a annexé la Crimée. Et aujourd'hui, l'Ukraine est plus militarisée que jamais. Le Conseil de l'Atlantique rapporte que l'Ukraine compte environ 1 million de militaires en service actif qui la défendent contre la Russie. Cela fait de l'armée ukrainienne une force 4 fois plus grande que la prochaine armée européenne en dehors de la Russie. Cette taille impressionnante s'ajoute désormais à une expérience de combat éprouvée et aux armes modernes fournies par les alliés de l'Ukraine. Le Conseil a déclaré en mars que la puissance militaire de l'Ukraine est souvent sous-estimée. Zoliov l'a compris en déclarant que la Russie a sous-estimé l'Ukraine. Cependant, la puissance et la militarisation de l'Ukraine ne tiennent pas seulement à la taille de son armée, ni à l'aide occidentale. L'Ukraine est plus forte globalement comme nation militaire. Cela la rapproche davantage de l'autosuffisance qu'elle ne l'aurait jamais été sans Poutine.
Sur le plan de la production d'armes, l'Ukraine est certainement bien plus forte qu'elle ne l'a jamais été à aucun moment de son histoire en tant que pays indépendant. Comme le rapporte Euromaidan Press, la période de janvier à juillet 2025 a vu le ministère de la Défense ukrainien augmenter ses achats d'armes nationales d'environ 42 milliards de dollars par rapport à la même période en 2024. Le pays prévoit désormais de consacrer près de 35 milliards de dollars à la production nationale de missiles et drones en 2026. Gardez à l'esprit les drones ukrainiens. Nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. La croissance de l'industrie de défense ukrainienne durant la guerre avec la Russie a été stupéfiante. Même si la Russie bombarde faiblement l'Ukraine avec des frappes aériennes, en plus de tout ce que la Russie fait au sol, la croissance a été explosive. Au début de l'invasion, l'Ukraine produisait environ 10% de ses armes. 2 ans plus tard, ce chiffre était passé à 35%, et il avait atteint 40% à la mi-2025. Selon Volodymyr Zelensky, l'Ukraine estime que la voie Audi est plus avancée dans cet aspect de sa militarisation. En juillet dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait des projets plus ambitieux pour l'avenir. Nous révolutionnons la gestion de la défense et la production d'armes, afin que, d'ici 6 mois, la part des armes fabriquées en Ukraine disponibles pour nos combattants augmente sensiblement, a proclamé le président ukrainien dans un discours devant le Parlement du pays. Environ 40% des armes de nos combattants sont désormais fabriquées en Ukraine. Dans 6 mois, ce devrait être au moins 50%. L'Ukraine n'est pas seulement en avance sur le calendrier, elle a même dépassé cet objectif ambitieux. En septembre, The Guardian rapportait qu'environ 60% des armes utilisées par les soldats ukrainiens sont désormais fabriquées en Ukraine. Volodymyr Zelensky a fourni ce chiffre, ajoutant que beaucoup des armes que l'Ukraine produit sont plus avancées que tout ce que le pays a fabriqué auparavant. Et c'est peut-être ce point que Vladimir Solyov manque ou omet volontairement. Aussi important que soient les alliés occidentaux de l'Ukraine, en matière d'acquisition directe d'armes, l'Ukraine elle-même n'est pas restée inactive sur le front de la production de défense. Elle a y appris, s'est adaptée, et surtout a investi dans sa propre industrie de défense. Peu importe désormais si les armes avancées construites par l'Ukraine sont inspirées ou non par celles reçues de l'Occident. Le fait est que la base de production d'armes de l'Ukraine est incroyablement solide, et elle ne fait que se renforcer. La Russie n'avait jamais envisagé cela. La forte croissance de l'armée ukrainienne renforce l'affirmation de Solyov qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur les capacités de l'Ukraine. Il avertit le peuple russe que l'Ukraine est bien plus forte que ce que la propagande du Kremlin leur a montré. La croissance du secteur de la défense renforce encore le pays. L'Ukraine n'est pas encore autosuffisante, mais elle s'en rapproche. Solyov a entièrement raison sur l'expansion des installations internationales de l'Ukraine. Bien que l'Ukraine essaie de centraliser autant que possible sa production d'armes, elle comprend aussi que ses partenaires internationaux sont essentiels à son succès continu. Après tout, si la Russie parvient à localiser et à bombarder les installations de fabrication d'armes de l'Ukraine, tous les efforts du pays seront réduits à néant. Euromaidan Press indique que l'Ukraine produit 80% de ses drones, le reste venant de projets avec des partenaires comme le Danemark et la Pologne. Sur le plan des missiles, ces projets conjoints représentent environ 1/5 de la production de missiles de l'Ukraine. La Pologne fait également partie d'un partenariat pan-européen appelé l'Initiative tchèque, qui a coordonné la livraison de millions d'obus d'artillerie à l'Ukraine grâce à une large coalition de pays donateurs. L'Ukraine a été très intelligente dans le sens où elle a construit tout un réseau de fabrication qu'il est difficile pour la Russie de briser. En intégrant ses partenaires internationaux dans ce réseau, l'Ukraine se protège également. Un autre exemple est la production du drone Artemis, même s'il semble basé sur une conception ukrainienne. Les logiciels et systèmes informatisés contrôlant le drone sont produits par l'entreprise américaine Auterion. Regardez notre vidéo pour en savoir plus sur le drone incroyable que l'Ukraine et son partenaire américain ont produit. Encore une fois, l'Ukraine déploie ses ailes en intégrant d'autres nations dans sa production d'armes. Et il s'agit bien de fabrication d'armes, pas d'acquisition ou de don d'armes. Solyov a raison sur l'aide des nations alignées sur l'OTAN, mais il sous-estime le rôle de l'Ukraine elle-même. Ces initiatives industrielles constituent de vrais partenariats entre l'Ukraine et ses alliés, profitant à toutes les parties. S'ajoutent des initiatives axées sur les achats, comme l'initiative Pearl des États-Unis,
permettant à l'Ukraine d'acheter des armes américaines, avec l'aide militaire de ses alliés européens. Et cela aboutit au type de collaboration que Soliov dénonce. Sauf qu'il s'agit d'une collaboration à un niveau bien plus profond que ce que même les propagandistes accablés réalisent. C'est du donnant-donnant. Les alliés de l'Ukraine la renforcent, et elle renforce ses alliés. Pour la Russie, l'armée ukrainienne est désormais plus grande et mieux équipée que prévu par Poutine. Cette armée emploie des armes ukrainiennes, produites uniquement à cause de l'invasion. Et les partenariats que l'Ukraine a maintenant sont plus solides qu'ils ne l'auraient été autrement. C'est peut-être le point de Soliov, même s'il ne le dit pas explicitement. Poutine a trop longtemps surestimé sa position et a créé un monstre que la Russie ne peut plus éliminer. Comme si les choses ne pouvaient pas empirer pour la Russie. Ce n'est pas seulement que l'Ukraine est plus grande et meilleure qu'elle ne l'était lorsque la Russie a envahi, c'est aussi qu'elle est intelligente, bien plus intelligente que Poutine ne le pensait. Comme l'Ukraine l'a démontré à de nombreuses reprises, elle est capable d'adapter ses tactiques et de concentrer ses ressources sur les types d'armes qui posent le plus de problèmes à la Russie. En ce moment, 2 types d'armes transforment l'Ukraine, déjà une force puissante, en une force capable d'infliger encore plus de dégâts à la Russie que ce que l'on a déjà vu. Armes de précision longue portée et drones. Concernant la longue portée, il est connu que l'Ukraine cible un maximum d'installations militaires et voisines de l'armée en Russie. En 2025, les raffineries de pétrole furent sa cible principale, et des frappes en août, septembre et octobre ont permis à l'Ukraine de paralyser près de 40% du raffinage pétrolier russe. Les frappes ont causé des pénuries de carburant en Russie, mettant la pression sur Poutine et forçant le pays à importer un produit qu'il aurait normalement fabriqué. L'Ukraine sait ce qu'elle fait avec ses frappes, sapant progressivement la machine de guerre russe et affaiblissant les forces de Poutine sur le terrain. Pour soutenir cette stratégie de mort à petit feu, l'Ukraine produit des armes plus précises, à plus longue portée et en quantité inédite. Les armes Neptune et Flamingo permettant à l'Ukraine de produire des missiles de croisière hybrides, bien plus précis et puissants que les drones auparavant utilisés pour les frappes à longue portée. Jusqu'à présent, Flamingo, qui a une portée de 3000 km et qui met même Moscou en danger, est entré en production de masse et va bientôt semer le chaos sur des cibles partout en Russie. Le constat reste le même. Rien de cela ne serait arrivé si Poutine n'avait pas envahi l'Ukraine. Et puis, il y a les drones ukrainiens. Les exemples précédents ont montré l'efficacité de ces drones pour les frappes à longue portée ukrainiennes. Mais ils ont été une véritable révolution sur le champ de bataille. L'Ukraine a formé une armée de drones pouvant détruire presque tout l'équipement russe. Les chars se sont montrés très vulnérables face aux attaques kamikazes de drones bon marché. L'Ukraine utilise aussi des drones pour détruire d'autres blindés, radars de défense aérienne et troupes. Ce que Poutine pensait être une guerre d'usure relativement courte, où la supériorité numérique de la main-d'œuvre et de l'équipement russe l'emporterait finalement, s'est transformé en un combat axé sur les drones. L'Ukraine peut maintenant produire 8 à 10 millions de drones par an, à condition qu'elle puisse obtenir les financements permettant à ses fabricants de drones d'atteindre leur potentiel, rapporte la fondation Jamestown. Quant à l'efficacité des drones, les véhicules sans pilote de l'Ukraine sont désormais responsables de jusqu'à 80% de toutes les pertes russes dans la guerre en Ukraine. Cela pourrait augmenter, surtout avec l'Ukraine et ses partenaires occidentaux développant des drones plus intelligents comme Artemis. C'est la réalité de la guerre en Ukraine que les propagandistes comme Soliov ne commencent à rapporter que maintenant. Oui, la trahison de Soliov envers le récit du Kremlin rejette toujours la faute sur l'OTAN. Mais il sait, comme les autres propagandistes russes, que la Russie a elle-même rendu l'Ukraine beaucoup plus militarisée. L'Ukraine pourrait ne jamais tomber. Et si c'est le cas, la Russie paiera cher cette chute. Un pays autrefois grande superpuissance militaire se retrouvera complètement affaibli. Attendre simplement qu'une nation plus puissante mette fin à ses souffrances. Une autre frappe de drones ukrainiens vise la Crimée, confiant dans sa capacité à défendre le territoire annexé. La Russie active ses défenses aériennes, utilisant missiles et chasseurs pour intercepter les drones. Mais quelque chose tourne mal. Au lieu d'abattre un drone, la Russie touche la toute dernière chose qu'elle voudrait toucher, son propre avion de chasse. La Russie a voulu défendre la Crimée, mais a fini par abattre son propre Su-30 en vol. L'incompétence militaire russe est exposée au grand jour lorsqu'un des avions les plus importants du pays est réduit à une épave en flammes par ses propres munitions.
C'est du moins ce qu'affirme un rapport du 17 octobre du Kiev Independent, selon lequel la Russie a tenté sans succès d'empêcher une frappe de drones ukrainiens sur la Crimée. Dans la panique d'une défense manifestement précipitée, rapporte le média, la Russie a envoyé l'un de ses chasseurs Su-30SM dans les airs pour finalement abattre accidentellement ce même avion elle-même, au milieu de tout ce chaos. L'affirmation provient de Dmytro Pletenchuk, qui est le porte-parole de la marine ukrainienne. L'ennemi a probablement abattu son propre chasseur multirôle en repoussant une attaque de drones ukrainiens à l'aide de systèmes de défense aérienne, a déclaré Pletenchuk au Kiev Independent. Et cela ne semble pas être une simple spéculation sans fondement. L'affirmation de Pletenchuk repose sur une transmission radio interceptée qui semble démontrer exactement ce qui s'est passé au-dessus de la Crimée. Le canal Telegram officiel de la marine ukrainienne rapporte que le renseignement naval a intercepté des communications sur l'allumage de 2 moteurs et l'éjection de l'équipage d'un Su-30SM russe en mission dans le nord-ouest de la République autonome de Crimée temporairement occupée. Il n'y aurait aucune raison d'éjecter, surtout lors d'une frappe de drone ukrainien, sauf si le Su-30SM s'écrasait. Seule l'Ukraine sait qu'aucun de ses drones ou missiles n'a touché le chasseur. Si c'était le cas, la marine l'aurait sûrement rendu public. Il n'y a donc que 2 options. Soit le Su-30SM a eu une défaillance technique, forçant l'équipage à s'éjecter et l'avion à s'écraser. Ou, selon la marine ukrainienne, la Russie aurait abattu son propre chasseur. L'ennemi aurait sans doute abattu son propre avion de chasse en repoussant l'attaque de drones avec la défense aérienne. La publication Telegram de la marine ukrainienne indique donc que la marine ukrainienne et son porte-parole disent la même chose. C'est un événement humiliant pour la Russie. Mais la Russie a repoussé l'attaque de drones ukrainiens, bien qu'elle ait perdu un Su-30SM à cause d'un tir ami, non? Non, selon Pletenchuk, que la presse Euromédan cite. Les Russes auront moins de carburant après l'incendie d'un dépôt de pétrole aujourd'hui. Nous espérons que nos opérations en Crimée continueront à ce rythme si les Russes ont moins de carburant et qu'un dépôt de pétrole en Crimée est en feu. Cela nous indique que l'Ukraine a réussi des frappes directes avec ses drones. Il semble que la Russie était tellement occupée à tirer sur ses propres avions qu'elle n'a pas réussi à toucher les munitions entrantes qui représentaient une menace. Le succès de l'Ukraine est confirmé par 2 sources. Le canal Telegram, Crimean Wind, souvent premier à diffuser les nouvelles, et des preuves essentielles des frappes ukrainiennes en Crimée. Le canal a diffusé une image et une carte indiquant que les drones ukrainiens ont frappé l'aérodrome de Govardiskoïa et une raffinerie de pétrole voisine. La carte montre les positions relatives du dépôt de pétrole endommagé et de l'aérodrome, explique Crimean Wind à propos de l'une des images qu'il partage. La photo montre 2 colonnes de fumée. La chaîne précise que celle de droite vient du dépôt de pétrole en feu, sur une photo montrant de la fumée à 2 endroits. Quant à la deuxième source, les forces spéciales ukrainiennes annoncent déjà au monde leur frappe réussie. Dans la nuit du 17 octobre, des forces spéciales ont utilisé des drones d'attaque pour frapper plusieurs cibles ennemies en Crimée occupée. Les forces spéciales l'ont annoncé sur leur propre chaîne Telegram. Le résultat des actions réussies des forces spéciales d'opération de l'Ukraine est la destruction d'un dépôt de pétrole dans le village de Govardiskoïa et d'un FDKU de l'usine Govardiskoïa dans le village de Kayaner, district de Saksky. À présent, ce dépôt semble être en flammes. Ce qui se passe ici, c'est une double humiliation pour Vladimir Poutine et les forces que le dirigeant russe a consacrées à la défense de la Crimée. Non seulement la Russie a réussi d'une manière ou d'une autre à abattre l'un de ses propres avions en défendant la Crimée annexée contre les drones ukrainiens, mais elle n'a pas non plus empêché tous ces drones d'atteindre leurs cibles. Comme souvent avec le ministère russe de la Défense, aucune déclaration officielle n'a été faite sur le sort du Su-30SM touché. Au lieu de cela, le pays préfère se concentrer sur ce qu'il estime avoir réussi à accomplir, en se défendant contre l'attaque de l'Ukraine. Comme le rapporte le Moscow Times, la Russie a abattu l'un de ses propres chasseurs. Le ministère russe de la Défense n'a mentionné rien d'autre que les projectiles que ses défenses aériennes ont réussi à neutraliser. Dans la nuit du 17 octobre, le ministère affirme que les défenses aériennes russes ont réussi à détruire 61 drones ukrainiens, dont 38 qui survolaient Tsartselo, la mer Noire, et la Crimée. On peut supposer que l'avion de chasse russe n'était pas inclus dans les 38, mais il ne serait pas surprenant que la Russie l'ajoute juste pour gonfler les chiffres. Et au final, cela n'a pas d'importance.
La Russie peut prétendre avoir abattu autant de drones qu'elle le souhaite. Cependant, l'Ukraine a tout de même atteint son objectif et, indirectement, détruit un Sukhoi 31 en raison de l'incompétence russe. Que vient de perdre la Russie au-dessus de la Crimée? Le Sukhoi 30 est largement considéré comme l'un des meilleurs avions de chasse que la Russie possède dans son arsenal, du moins selon la Russie elle-même. En août 2021, quelques mois avant que Vladimir Poutine n'envahisse l'Ukraine, le magazine Military Watch rapporte que le premier Sukhoi 30 a volé en décembre 1989, peu avant la chute de l'Union soviétique. C'est un avion de chasse de la guerre froide. Cette affirmation est appuyée par le fait que le Sukhoi 30, développé dès 1986, devait initialement être une variante du programme Sukhoi 27 russe. Comme le note le magazine Military Watch, le Sukhoi 30 est aujourd'hui déployé en plus grand nombre dans le monde que tout autre dérivé du Sukhoi 27, et il reste encore en production aujourd'hui, tant pour l'armée russe que pour l'exportation. Avec des capacités nettement améliorées depuis les années 1990, la publication précise qu'avant la guerre en Ukraine, l'armée de l'air russe possédait environ 135 de ses chasseurs. Le Su-30 et ses variantes sont privilégiés en raison de leurs exigences d'entretien, relativement faibles, et du fait qu'ils conservent de nombreuses capacités du Su-27, sur lequel ils sont basés. Parmi ces 135 Su-30 dans l'armée de l'air russe, environ 95 sont des variantes Su-30 SM, que la Russie vient justement d'abattre. Encore 22 de ces avions sont déployés par la marine russe, ce qui montre bien l'estime que la Russie porte à cet avion en particulier. Et il y a une bonne raison pour laquelle la Russie tient cet avion en si haute estime. Elle vient justement de l'abattre. Même avec l'arrivée du Su-35, le Su-30 SM reste l'un des meilleurs avions que la Russie puisse déployer. Chasseur multirôle biplace, le Su-30 SM atteint environ Mach 1,75, soit 2175 km/h en haute altitude, dans des conditions idéales. L'avion dispose de capteurs, dont un Optical Locator System 30 Infrared Search and Track avec télémètre laser pour guider ses armes, et un récepteur d'alerte radar L175 qui bannit la DXVO. Cela sert un objectif plus défensif. Quant à l'armement du Sukhoi 30 SM, l'avion est à la hauteur de sa réputation de chasseur multirôle. Il peut tirer diverses munitions guidées, dont plusieurs variantes, des missiles russes RR, 10 RR, 11 air-sol, 14 air-sol, 17 et air-sol, 18. L'avion peut aussi être équipé de bombes à fragmentation à aviation et bombes aériennes de fragmentation. Cela montre que la Russie peut aussi utiliser ses Su-30 SM pour lancer les bombes planantes frappant les villes ukrainiennes. Ces bombes planantes sont des bombes aériennes de fragmentation et bombes à fragmentation à aviation russe, dotées de kits d'ailes et de systèmes de navigation satellite simples. Cela accroît la portée de ces bombes non guidées, permettant à la Russie de les larguer sans survoler directement la cible. L'idée est de s'assurer que le chasseur utilisé pour lancer une bombe planante court le moins de risques possible d'être abattu. Cela ne veut pas dire grand-chose quand la Russie fait le travail difficile d'abattre des Su-30 SM pour l'Ukraine. Seules quelques-unes des munitions et bombes guidées du Su-30 SM ont été mentionnées, car il en existe bien d'autres. Le Su-30 SM se distingue aussi par plusieurs caractéristiques absentes des anciens Su-30 russes. Elles comprennent un radar NO 11M bar, rapporte le magazine Military Watch. Ce radar a une portée de détection maximale de 400 km, ainsi qu'un affichage tête haute grand angle. Et, ironiquement, un nouveau système d'identification qui permet aux pilotes du Su-30 SM d'identifier les amis des ennemis. Peut-être que les opérateurs de la défense aérienne russe auraient eu besoin de ce radar. Dans la nuit du 17 octobre, la presse Euromaidan ajoute des raisons supplémentaires. Un Su-30 SM est probablement le dernier avion que la Russie aurait voulu perdre, surtout à cause de son propre feu. Le média souligne que la Russie emploie massivement ses avions pour lancer des missiles anti-radar KIH 31P et KIH 58 visant à affaiblir les défenses aériennes adverses. L'idée ici est que les missiles anti-radar ciblent tout ce qui émet une fréquence radio, comme un système radar. Les missiles détruisent ce système, libérant le passage à d'autres munitions, pour causer d'importants dégâts ailleurs. La polyvalence du Sukhoi 30 SM est ici évidente. Un de ces avions abattus en Crimée réduit l'efficacité des futures attaques aériennes russes, depuis la péninsule, la Russie n'ayant plus l'appareil lançant des missiles anti-radar. Ah, et le coût. Euromaidan Press affirme qu'un seul Sukhoi 30 SM coûte 50 millions de dollars à la Russie. Cependant,
Le magazine Military Watch nuance, précisant que le Sukhoi 30 SM aurait coûté près de 12 milliards de dollars au ministère russe de la Défense. Cela suggère que la Russie vend le chasseur pour 50 millions de dollars. Dans tous les cas, la Russie ne voulait pas voir partir en fumée ces millions de dollars, même dans les meilleures circonstances. Sans compter que cela vient d'une erreur de ses défenses aériennes. Cela signifie aussi qu'elle a dépensé de l'argent pour les munitions utilisées afin d'abattre son propre avion. Au-delà de l'argent, la perte d'un Su-30 SM nuit à la Russie, qui peine à produire plus de chasseurs en raison du manque de composants et de main-d'œuvre. Selon Newsweek, le 3 juillet, une pénurie de travailleurs qualifiés et de composants a fortement limité la capacité de la Russie à produire de nouveaux avions de guerre. Normalement, ce serait un exemple de la façon dont la combinaison des sanctions aériennes de l'Ukraine et des sanctions traditionnelles de l'Occident porte ses fruits. Mais cette fois, la Russie a involontairement imposé sa propre sanction aérienne pour détruire un chasseur polyvalent indispensable qu'elle ne pourra sûrement pas remplacer. Cela ne veut pas dire que la Russie ne peut pas envoyer un autre Su-30 SM en Crimée. Cela signifie que la Russie ne peut pas reconstituer les stocks de ses avions à mesure que d'autres sont détruits au fil du temps. Aussi humiliant que tout cela soit pour la Russie et Poutine, cela doit au moins être un incident isolé. La Russie ne s'est sans doute pas habituée à détruire ses propres soldats et équipements par des tirs amis évitables. Ce n'est pas du tout le cas. Alors que la guerre en Ukraine touche à la fin de sa 4e année, il apparaît que la Russie a tendance à se frapper elle-même plutôt que son adversaire. Ce schéma se retrouve dans tous les aspects de la guerre, y compris chez l'infanterie. Et parfois, les tirs amis se produisent simplement parce que les soldats russes ne supportent pas les conditions que leur armée leur impose. C'est apparemment ce qui est arrivé à un conscrit russe de la base militaire de Narofominsk à Moscou. Le 17 octobre, les médias d'État russes ont rapporté que le conscrit avait abattu et tué l'un des soldats sous contrat de la Russie avant de se donner la mort. Le Kiev Independent indique que le district militaire de Moscou affirme que le soldat a violé les règles d'utilisation des armes à feu, causant sa mort. C'est une façon de le dire. Un soldat russe a tué un camarade avant de se suicider. Ce tir fratricide semble avoir eu lieu car un soldat russe a craqué sous la pression de son travail. Il y en a beaucoup d'autres, qui ressemblent de beaucoup plus près à ce qui est arrivé au Su-30 SM au-dessus de la Crimée le 17 octobre. Les bombes semblent être l'une des armes favorites de la Russie contre elle-même. En janvier 2024, Radio Free Europe, Radio Liberty, a rapporté que la Russie avait admis que son armée avait accidentellement bombardé un de ses villages dans le sud de Voronezh. Lors d'une frappe aérienne visant l'Ukraine, la Russie a causé de nombreux dégâts en se touchant elle-même, endommageant 6 bâtiments à Petropavlovka, mais sans faire de victimes civiles russes. Du moins, c'est ce qu'affirme le rapport russe. Un an plus tard, un autre rapport indique que la Russie s'est de nouveau bombardée. Le Kiev indépendant affirme qu'elle a largué une de ses bombes intelligentes sur un village de Belgorod. Ces bombes intelligentes utilisent les mêmes ogives bombes aériennes de fragmentation citées plus haut, que seul le Su-30 SM peut lancer. Elles disposent d'un module de navigation censé assurer qu'elles atteignent leur cible. La bombe de Belgorod n'a pas explosé. C'était un autre cas de la Russie frappant son propre territoire. Le Kiev indépendant le révèle aussi dans son rapport. La Russie a réussi à se frapper elle-même avec 165 de ses propres bombes. Bombes aériennes de fragmentation rien qu'en 2024. Et s'était également frappé avec 13 de ses bombes. Au 26 janvier 2025, cela équivaut à une frappe tous les 2 jours. Ce qui suggère qu'il y a un problème avec l'arsenal russe. Selon un rapport séparé du Washington Post, cela pourrait être le problème. Les bombes, mal guidées de la Russie, souffrent de dysfonctionnements techniques. Ils touchent le sol avant de franchir la frontière russo-ukrainienne. Le média cite Ruslan Leviev, un expert militaire du groupe Conflict Intelligence, qui a déclaré dans une mise à jour du front de 2024 publiée sur YouTube qu'un certain pourcentage des bombes russes est défectueux. Nous pensons que ces largages accidentels viennent de la fiabilité douteuse de ces kits, ce qui ne semble pas inquiéter l'armée de l'air. D'ailleurs, comme mentionné il y a un instant, la Russie s'était frappée elle-même avec 13 de ses propres bombes au 26 janvier. Avançons jusqu'à la fin juillet, et ce chiffre était passé à 100. Nombre d'entre elles touchent des zones civiles, certaines près d'écoles. Une vidéo précédente détaille cette statistique folle, regardez-la pour en savoir plus sur les bombes russes. Ainsi, il n'est pas étonnant que la Russie ait abattu l'un de ses propres Su-30 SM.
Elle a certainement l'habitude de se frapper elle-même. Mais pour enfoncer le clou, ce ne sont pas seulement des fantassins fous ou des bombes égarées roissonnées qui sont à l'origine des nombreux incidents de tir amis en Russie. Parfois, la Russie fait comme le 17 octobre. Elle détruit l'un de ses propres avions. En avril 2024, The New Voice of Ukraine a rapporté qu'en un peu plus de 2 ans de guerre avec l'Ukraine, la Russie avait perdu au moins 13 avions à la suite d'incidents de tir amis. Ces conclusions proviennent du média russe The Insider, qui dit s'appuyer sur des sources russes, dont plusieurs médias d'État. Cette dernière source est à peu près aussi définitive que possible en termes de confirmation que ces incidents ont réellement eu lieu. Les pertes de la Russie se sont élevées à 4 de ses Su-35-3, de ses Su-34, 2 avions de détection et de commandement, A-50U ainsi qu'un chasseur, Su-27, un hélicoptère de transport, Mi-8 et un hélicoptère Mi-24. D'autres rapports citent des totaux différents, mais l'ampleur globale des pertes reste cohérente. Gardez à l'esprit que les médias russes n'ont mentionné que ces 13 cas. Il pourrait y en avoir davantage. En décembre 2024 au moins, un avion de plus figurait sur la liste. Il s'agissait alors d'un hélicoptère Ka-52, selon Defense Blog. Cette information a été révélée par la chaîne Telegram russe, ProGair Fighter Bomber, qui a déclaré de manière préliminaire notre système de défense aérienne, en rapportant la perte du Ka-52. En 2025, le Su-30SM en Crimée n'est même pas le premier avion de chasse russe abattu par la Russie. En juin, le Kiev Post a rapporté que la Russie avait accidentellement détruit l'un de ses Su-25 près des localités de Solidar. Encore une fois, Fighter Bomber a rapporté l'incident. Étonnamment, le même canal Telegram a aussi publié une vidéo de l'incident. La vidéo montre 2 Su-25 volant côte à côte jusqu'à ce que, inexplicablement, l'un des avions tire un missile sur l'autre. L'avion prend feu puis s'écrase. Le pilote Fighter Bomber a affirmé s'être échappé de l'incident avec seulement un bras cassé. De façon hilarante, Fighter Bomber a conclu son message en affirmant que les Ukrainiens devront répondre de cela. Comment la Russie a abattu son propre avion de chasse? Il n'y a pas moyen de blâmer l'Ukraine pour cela. Au moins, avec la récente destruction du Su-30SM, la Russie peut au moins dire qu'elle a été forcée d'agir à cause d'une frappe de drone ukrainien. Qu'un Sa-25 russe tire sur un autre montre surtout le mauvais entraînement des pilotes russes. On a l'impression que la Russie perd le contrôle de son armée. Les incidents de tir amis arrivent, mais à cette échelle et avec un matériel aussi précieux. Pour n'importe quel autre pays, le 17 octobre aurait été un incident isolé que les médias du monde entier auraient largement relayé. D'après tout ce que nous venons de voir, abattre l'un de ses propres Su-30SM n'est qu'une journée ordinaire pour une armée russe, qui semble toujours trouver de nouveaux sommets dans la médiocrité. En Crimée, la mainmise de Poutine s'effrite chaque jour, tout comme la capacité de son armée à viser avec ses propres défenses aériennes. Au-delà de la raffinerie, l'Ukraine a frappé le 17 octobre. Une grande boule de feu a récemment explosé en Crimée, après l'incendie d'un dépôt de pétrole par l'Ukraine. L'Ukraine a déjà frappé ce dépôt, comme vous le verrez dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur les dernières bévues de la Russie.